Et on va aller aux États-Unis, ouvrir notre page États-Unis en deux parties ce soir. D'abord, on va parler de Melania. Donald Trump sort un film à la gloire de sa femme, la First Lady Melania, film produit par Amazon, près de 70 millions de dollars de budget qui sort dans 27 pays. Est-ce que le succès sera au rendez-vous? On va en parler. Et puis aussi, à 22h30, justement, on ira voir après ces tensions, ces semaines de tensions à Minneapolis dont vous parlait Camille à l'instant. Les stars américaines et célébrités commencent à se lever, à prendre la parole. Bruce Springsteen écrit une chanson. Est-ce que c'est utile ou est-ce que c'est contre-productif auprès d'un certain nombre d'électeurs américains? Vous restez avec nous pour ces deux parties. On retourne donc sur le terrain américain. Et d'abord, Melania, titre tout simple, à la gloire de Melania Trump, la femme du président américain, Donald Trump, je vous disais, qui s'offre un film, donc à la gloire de la First Lady. On va en parler avec vous, Jean-Claude Beaujour. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat spécialiste des États-Unis, un fidèle de notre plateau. Et puis Ben Barnier, journaliste, grand reporter pour France Info et spécialiste aussi. Vous allez très souvent aux États-Unis. Alors, on va déjà voir tout simplement quel est ce film. Qui est Melania Trump, vous le savez, mais comment est organisée la diffusion, la production de ce film? D'abord, Marion Delpech nous raconte l'histoire de ce nouveau caprice, peut-être, de Donald Trump, aux nouvelles gloires de Donald Trump, et on en parle juste après. Bourse de New York mardi matin, la première dame américaine, restée ces dernières années à l'écart des projecteurs, sonne la cloche d'ouverture. Melania Trump est en pleine promotion de son documentaire, distribué dans 27 pays. Here we go again. L'ancienne mannequin d'origine slovène, troisième épouse de Donald Trump, a troqué une vie glamour contre les contraintes du bureau ovale. Si elle a souvent brillé par son absence au cours du premier mandat, certaines de ses apparitions ont été très remarquées. Ici, camouflée d'un chapeau lors de la dernière investiture présidentielle, au bord si large qu'il empêche d'embrasser son époux, ou arborant cette veste avec la phrase « Je m'en fiche complètement et vous », créant la polémique. Loin de ses réticences initiales, la première dame prend désormais la parole sur des sujets plus politiques, après la fusillade de Minneapolis. Je suis contre la violence, donc s'il vous plaît, si nous manifestons pacifiquement. Nous devons nous unir en ces temps difficiles. Selon plusieurs médias américains, ce documentaire, financé par le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, devrait rapporter au moins 28 millions de dollars à Melania Trump. Alors, on va d'abord parler un petit peu de ce documentaire. Donc, il sort demain dans 27 pays, pas en France, mais il sera visible sur Amazon. J'ai lu des chiffres contradictoires entre 3000 et 5000 salles dans le monde, avant qu'il soit en streaming. Il va sortir en salle, parce qu'il y a des pays qui commencent à retirer ce film des écrans. L'Afrique du Sud, qui est en contentieux diplomatique avec l'Amérique de Donald Trump, l'a retiré. Je disais aussi que pour l'instant, le succès n'a pas l'air d'être totalement assuré, parce qu'il y a un cinéma emblématique de Londres, pour l'instant, pour la première de demain, n'a vendu qu'un seul ticket. C'est le groupe View, on va dire l'équivalent du GC aux États-Unis, au Royaume-Uni. En tout cas, c'est ça, c'est un film à la gloire de sa femme pour Donald Trump, mais qui est payé par Amazon, payé par Jeff Bezos. Voilà, payé par Jeff Bezos. On est sur du... J'ai envie de dire qu'effectivement, on va, parce qu'on est un peu curieux, peut-être un petit peu taquin, on va regarder si ce film fonctionne bien ou pas en salle, mais quelque part, c'est pas forcément le problème. On peut estimer, je pense pour ceux qui suivent l'émission sur le terrain américain, que la famille Trump n'a pas besoin d'argent. On est d'accord là-dessus. Donc le but n'est pas de gagner de l'argent. Même si c'est un flop commercial, ça ne sera pas un problème, parce que là, on est vraiment sur du soft power. Et il y a vraiment, à mon sens, cette volonté de donner une nouvelle place à Melania, un petit peu comme un deal dans une équipe de foot, pourquoi pas, ou dans un gouvernement. On va faire monter un personnage. Pour moi, je comprends ce film comme la volonté de faire émerger Melania Trump comme un personnage politique à part entière. Alors, Jean-Claude, on l'a pas vu, on voit les extraits là, de la bande-annonce. C'est un documentaire qui est complètement à
à la gloire de Melania Trump. Il n'y a pas de révélation. On raconte ces 20 jours choisis dans sa vie avant l'accession du deuxième mandat de Donald Trump. Mais ce que disait Ben, c'est ça. On sait que Donald Trump se rêve parfois un peu roi du monde, qu'il est fasciné par la monarchie britannique notamment. Ça a un peu à voir, cette famille royale avec ses personnages, et donc là, Melania en majesté. Alors, deux choses que je voudrais faire remarquer. Tout d'abord, visiblement, d'après certains chiffres anglais, parce que le documentaire sort en Grande-Bretagne, on n'attend pas des résultats extraordinaires. Le dernier documentaire qui aurait rapporté pas mal, c'est Fahrenheit 9/11, qui aurait rapporté 24 millions de dollars le week-end de sa sortie. Là, on serait plutôt sur un chiffre optimiste de 5 millions de dollars. Donc, on est très loin. Ce n'est pas une question d'argent. Je ne pense pas que Donald Trump ait besoin de 4 ou quelques millions de dollars. Et je rappelle juste, je vous coupe, mais parce que comme vous parliez chiffres, ce film, la Melania, c'est un budget, il a coûté 40 millions de dollars et il y a 35 millions de dollars pour la promotion. C'est toujours comme ça, hein, dans le monde d'Hollywood. Il y a un gros budget pour le film et il y a un énorme budget de promotion. Mais j'ai quand même regardé un film de 40 millions de budget, sans parler de la promotion, 40-50 millions de budget. Un exemple, c'était le dernier Rambo en 2019, Last Blood. Il était dans cet horizon-là. Donc c'était quand même un gros blockbuster Hollywood avec Sylvester Stallone en star. On est dans un énorme budget quand même. Hein. Oui, mais à l'échelle des États-Unis et compte tenu des enjeux, vous vous souvenez que le président avait su faire financer sa passation de pouvoir lors des dernières élections. Donc c'est pas un problème si vous avez 40 copains qui mettent chacun $1 million, c'est rien $1 million pour certains, et à 40, surtout ça fait... Si votre copain c'est Jeff Bezos... Ça fait le budget. Voilà. Je crois au contraire que ça n'est pas une question de budget, c'est une question véritablement d'influence et de communication. On a dit un personnage politique, mais à côté, j'ai envie de dire, ça donne l'image de Donald Trump, c'est l'image de la famille, parce que c'est son épouse. Elle est jeune, elle est beaucoup plus jeune que lui, vous voyez, donc elle vient rajeunir un petit peu l'image du président. Et puis, c'est une histoire qui s'écrit. Alors, nous avons Paris Match. L'Amérique a le cinéma, et le cinéma a toujours été un moyen de communication, un moyen de soft power. Et oui, on y est, mais ça ne me choque pas outre mesure. Et effectivement, vous dites c'est Donald Trump. Donc, en général, quand il s'agit de Donald Trump, on soulève toujours l'œil pour regarder un peu de plus près. Mais au fond, s'ils font à l'échelle américaine ce qui est fait un petit peu partout, il y a une storytelling autour de la première famille. Et puis les États-Unis nous ont habitués avec d'autres moyens à une vie présidentielle un peu monarchique. Souvenez-vous de Jackie Kennedy, c'était un peu cela avec d'autres moyens, d'autres techniques, c'était d'autres temps, mais c'était pour moi exactement la même chose. On verra dans quelques minutes d'ailleurs un extrait de Jackie Kennedy. Juste pour continuer sur ce que vous disiez, Ben, sur on met en avant la dynastie Trump. Melania en fait partie. Il y a les fils Trump. Enfin, je vais presque dire c'est les Kardashians, mais il y a un petit peu de ça. Il y a un peu de ça. C'est une émission en réel de télé-réalité à la gloire de cette famille. Absolument. Ce qui m'a interpellé aussi, c'est qu'il se renvoie la balle. En fait, j'ai l'impression que la famille Trump, c'est une espèce de grand holding. Et à l'intérieur, chacun a sa filiale. Regardez, ça, ce sont les images qui sont postées. Moi, j'ai vu sur mon téléphone, depuis une semaine, je voyais des tas de photos de Melania sur le compte d'un des fils de Trump, et en l'occurrence, le fils de Trump est Melania Barron. Je me suis dit, il se passe quelque chose, et effectivement, c'est parce qu'il y avait le film qui sort sur cette image. Par exemple, Plus que 5 jours, où là, on parlait de fiction, on a l'idée de l'amour entre la maman et son fils, mais qui est romancé, qui est raconté pour vendre, alors effectivement, quelques places de cinéma ou quelques clics sur les plateformes genre Amazon, mais surtout pour vendre l'idée d'une famille royale, famille dans laquelle on peut se reconnaître. Ce qui est intéressant, c'est qu'honnêtement, chacun a sa marque. Hein. Ivanka, elle a toujours eu sa marque, puisqu'elle vendait même des cosmétiques. Son mari... Alors, Ivanka, c'est l'autre fille de Donald Trump. Enfin, une fille de Donald Trump d'un mariage précédent. Son mari, Jared Kushner, lui, c'est plutôt la diplomatie. Il a été très actif sur Trump 1, et puis là, il revient sur le Moyen-Orient et sur l'Ukraine. Et Barron prend vraiment un rôle, pourtant, il est jeune, il a juste 19 ans. Donc, Barron, le fils de Melania et de Donald Trump. Exactement, dont on vient de voir les publications sur Instagram. Alors lui, si vous voulez, il n'a que 750 000 abonnés, c'est pas mal.
mais surtout quand ils se cross-postent, quand ils se renvoient la balle les uns avec les autres, et que Melania, elle utilise ses 4 millions d'abonnés, ça affole les algorithmes, ce qui fait qu'effectivement sur votre téléphone, et peut-être aussi sur votre téléphone, vous voyez tout à coup, vous entendez beaucoup parler de ce film, même s'il ne fera pas forcément beaucoup d'entrées. Mais moi, je le regarderai parce que, avant de critiquer, il faut regarder. Mais j'insiste vraiment sur le fait que, comme c'est Trump et il sait communiquer, donc tout de suite, on est interpellé. Mais là encore, c'est à l'échelle américaine et quasiment aujourd'hui à l'échelle mondiale, parce il l'avait déjà un peu, mais là encore plus avec sa deuxième présidence. Le président américain, tous les jours, il se passe quelque chose et le monde entier est informé de ce qui se passe. Et pour moi, cette communication est importante. Au moment où il se passe des choses un peu importantes, très importantes sur le plan social aux États-Unis, elle vient adoucir l'image d'un président dont on dit effectivement, il y a Ice, on parlera de toutes ces choses tout à l'heure, mais voilà, ça donne l'image d'une famille, d'une Amérique profonde, et ça parle à un électorat qui a besoin d'être mobilisé, parce que n'oubliez pas, ça sort bien. N'oubliez pas qu'il y a des élections, là on commence... en novembre prochain. Lors du premier débat, première campagne, Hillary Clinton contre Trump, l'un des Américains, un peu taquin, dit « Je voudrais vous poser une question, qu'est-ce que vous trouvez de bien chez votre opposant ?» Et Hillary Clinton avait été forcée de dire « Il aime ses enfants ». Ça lui avait fait très mal, mais elle reconnaissait elle-même qu'il y avait une famille, une espèce de clan, qui avait une forme d'unité. Alors, vous l'avez tous les deux évoqué, les anciennes premières dames, les anciennes First Lady. Évidemment, vous parlez de Jackie Kennedy, Jean-Claude. On va voir un extrait. Encore une fois, je dis qu'on aime toujours sur le terrain regarder dans le rétro, regarder cette interview de Jackie Kennedy, tout début des années 1960, juste avant que son époux soit élu à la présidence. Il prêtera serment en 1961 et sera assassiné en 63. Mais écoutez ce que disait Jackie Kennedy dans un français absolument parfait à l'époque. On regarde. Selon vous, quel est le rôle d'une présidente des États-Unis, puisque vous avez des chances de devenir présidente des États-Unis? Je crois que c'est le rôle de toutes les femmes, d'aider son mari, de le soigner et de l'aider à être le meilleur président possible. Alors, Jackie Kennedy, là, qui est parfaitement dans le rôle de First Lady. Et puis, alors, non seulement elle est dans le rôle de First Lady, à une époque donnée. Souvenez-vous, Madame Clinton, c'était la femme au travail. Elle était épouse, mais elle avait aussi une fonction, au point qu'elle a eu une fonction politique au sein de l'administration Clinton. Donc, on voit bien que chaque femme de président a effectivement une mission, elle est mise en scène pour que ça corresponde aussi à ce que les Américains attendent, ou en tout cas les électeurs attendent, à un moment donné. Et donc là, au tout début des années 60, Jackie Kennedy, vous entendez ce qu'elle dit. C'est un tsunami. Ben oui, elle est moderne, elle parle, elle est effectivement d'origine, elle a quelques origines françaises, elle parle le français, elle est apprêtée, c'est une très belle femme, elle a fait des études, mais elle vous dit, elle s'occupe de son mari, c'est de le soigner et d'aider à être le meilleur. Ça correspond à l'Amérique du début des années 60. Alors, autre exemple, parce qu'après on ira effectivement sur Melania, mais juste pour parler des autres First Lady. Alors, Jackie Kennedy, vous avez parlé d'Hillary Clinton, Michelle Obama, qui incarne aussi une Amérique à une certaine époque. On va regarder juste un extrait de Michelle Obama. C'était au moment où on se demandait justement si Michelle Obama ne ferait pas elle-même une bonne présidente, et on sait à quel point les sondages la portaient au nu. Elle aurait peut-être effectivement été élue présidente, mais elle ne l'a jamais voulu. Mais on regarde juste cet extrait d'un reportage que j'avais réalisé d'ailleurs à l'époque aux États-Unis, et on va voir juste cette personnalité de Michelle Obama. Dans notre esprit, elle reste la première dame, il n'y a aucun doute à ça. C'est une icône et elle restera dans le cœur des Américains pendant encore de nombreuses années. Une popularité gagnée à Washington, quand elle chantait du rap sur les pelouses de la Maison-Blanche pour inciter les jeunes à faire des études. Aussi à l'aise dans les shows télévisés qu'investie politiquement. De quoi se poser la question, et si c'était maintenant elle qui ambitionnait un destin présidentiel? Alors, Michelle Obama n'a jamais voulu concourir à la présidence. Elle a toujours voulu garder une certaine indépendance, et être femme pour elle, pour sa carrière, aussi pour sa famille. Mais on est passé donc de Michelle Obama à Melania Trump 1. Et là, changement complet. Qu'on reparle un peu de ce premier mandat de Donald Trump et de la
Melania Trump version 1, donc 2016-2020, qui était assez éloignée de ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était quoi ? Alors, à l'époque, elle prenait ses distances, elle n'hésitait pas à savonner la planche de son mari Donald Trump. Est-ce que c'était, on va dire, pour ce péché originel qui était, souvenez-vous de cette cassette, enfin, cet enregistrement, on l'entendait Trump dire des grossièretés terribles que je ne répéterai pas sur l'antenne de France Info, et donc Melania Trump avait fait le dos rond pendant la campagne, même si on pensait que ces grossièretés allaient lui coûter l'élection. Il a quand même été élu à ce moment-là, mais effectivement, on a eu l'impression qu'elle se vengeait un petit peu. Moi, je voudrais regarder de nouveau cette image qu'on a vue rapidement dans le sujet. On voit cette veste qu'on porte à un moment très officiel, Melania Trump. Voilà cette veste kaki qui dit I really don't care, do you? Je m'en fous complètement. Et vous? Bon, déjà, le vêtement n'était pas très formel. Hein, on n'est pas très First Lady. C'est pas très présidentiel, pas très Maison Blanche. Mais on avait quand même Là, c'était assez clair, finalement. Elle avait quasiment... Bon, c'était déjà sur la veste au départ, mais écrit sur son dos. En fait, tout ce truc-là, moi, je prends mes distances. Et elle prenait aussi ses distances. Elle ne lui prenait pas la main. Ouais, voilà, c'était l'époque où il y a... Alors, et puis, on disait, il n'y a vraiment plus aucun amour. Elle rejetait la main de son mari. Elle n'assistait à rien. Elle vivait à New York, mais pas à la Maison-Blanche. Et puis, n'oublions pas que Donald Trump a été élu à la surprise de beaucoup de gens, probablement à sa propre surprise parce que le combat était difficile. Je ne suis pas certain qu'elle ait vraiment voulu aller à la Maison-Blanche au départ, parce que c'est quand même une prison. Michelle Obama non plus, d'ailleurs, elle le raconte. Et oui, mais Melania, à mon avis, elle l'en voulait encore moins que Michelle Obama. Michelle Obama a dû s'y résoudre à un moment donné. Et elle dit d'ailleurs à Barack Obama, c'est ta campagne, c'est la seule, on n'en fera pas deux. Mais Melania, on sent bien qu'au départ, c'était pas son truc, elle n'en voulait pas. Elle s'est résolue à y aller, donc elle le marquait. Maintenant, pour des raisons que nous ne pourrons peut-être jamais savoir, eh bien, elle est un peu rentrée dans le rang. Et puis, il y a son fils, il y a Barron qui est présent, qui a été présent dans la campagne. Et on a peut-être le sentiment qu'elle se dit, il va falloir que j'accompagne le président et mon fils aussi, parce qu'on prédit au fils un avenir politique. Eh bien justement, alors pour voir la Melania d'aujourd'hui, la Melania 2.0 du deuxième mandat de son mari Donald Trump, évidemment on va traverser l'Atlantique, on va vous retrouver, Diane Schlinger, vous êtes notre correspondante à Washington. Vous nous avez entendu sur ce plateau, on verra d'autres exemples après certaines déclarations justement récentes de Melania Trump, mais justement on avait envie de vous poser la question, Diane, aujourd'hui, et bien aujourd'hui pour ce deuxième mandat, pour cette deuxième Melania, comment les Américains voient-ils leur First Lady ? Eh bien, selon les derniers sondages, seulement 36% des Américains approuvent la façon dont Melania Trump assure son rôle. C'est la première dame la plus impopulaire de l'histoire américaine, mais elle n'est ni aimée, ni vraiment détestée. Elle est beaucoup moins clivante que son mari, mais en fait, certains Américains lui reprochent d'être tout simplement trop transparente. Le plus symbolique, c'est peut-être le fait que Donald Trump ait décidé de détruire l'aile est de la Maison-Blanche pour construire sa salle de bal. L'aile est, c'est normalement là où il y a le bureau de la première dame, mais dans les 108 premiers jours de ce second mandat, Melania Trump n'a passé que 14 jours à la Maison-Blanche. Elle préfère passer sa vie entre New York et la Floride. Et le seul fait notable politique de ce second mandat, c'est son soutien à la loi anti-harcèlement sexuel. En fait, Melania Trump, c'est une première dame qui privilégie ses affaires privées, ses business, même si on dit qu'en privé, elle resterait très influente auprès de Donald Trump. Merci beaucoup Diane Schlinger, notre correspondante aux États-Unis. Donc on l'a entendu, toujours pas très populaire. Pourtant, je voulais juste vous faire écouter un dernier extrait. Melania Trump avait pris la parole. Alors elle a aussi pris la parole sur Minneapolis, demandant à l'Amérique d'avoir une unité, de manifester pacifiquement. Et elle s'était impliquée, dit-elle, ou en tout cas avec son équipe, pour faire rapatrier des enfants ukrainiens qui avaient été emmenés en Russie. On l'écoute. My representative has been working directly with President Putin's team to ensure the safe reunification of children with their families between Russia and Ukraine. In fact, 8 children have been rejoined with their families during the past 24 hours. Alors évidemment, on rappelle, Melania Trump est d'origine slovène, d'où cet accent est-européen quand elle parle anglais.
Est-ce que ça montre qu'il y a une Melania Trump qui s'investit plus, j'allais dire politiquement, diplomatiquement, ou est-ce que c'est du spectacle ? Alors, pour être allé en Ukraine plusieurs fois, puisque cette émission s'appelle Sur le terrain, on peut toujours et on doit toujours saluer un effort, ça va dans le bon sens. Si elle a envoyé une lettre, peut-être que c'était la récupération, peut-être que ça n'a pas été très efficace, mais malgré tout, c'était une bonne chose. Et il y a 8 enfants qui sont revenus. Voilà, c'est pas beaucoup, c'est pas assez, il y en a 15 à 20 000 qui ont été enlevés selon Kiev, mais malgré tout, elle a mis ça en lumière et je pense que c'était bien de le faire. Pour moi, à mon sens, ce personnage de Melania a changé, basculé au moment où il y a eu les tentatives d'assassinat sur Donald Trump, sur son mari, même si effectivement elle n'a pas forcément été immédiatement à son chevet, mais pour des raisons d'éloignement géographique. Assez rapidement, elle a fait une vidéo sur les réseaux en disant on a essayé d'assassiner mon mari. J'ai eu l'impression, en tout cas, sur ses déclarations, qu'elle se disait puisqu'on essaye de le tuer, c'est qu'il fait quelque chose d'important et je vais le soutenir. Ah oui, donc c'est intéressant parce qu'effectivement, avec tout ce qu'on a dit sur Melania Trump, il n'y a pas d'amour, c'est un couple arrangé, l'argent, il faut se méfier, les gens ne savent pas. Oui. Et ensuite, là, vous nous dites, ça a pu être un tournant. Vous l'analysez comme ça. Moi, je comprends comme ça, en tout cas. Ouais. Oui. Et puis, vous savez, moi, je pense qu'il faut déjà se méfier de ce qui se passe dans un couple. Je suis toujours très prudent sur ce que les gens peuvent dire et faire. Il n'en demeure pas moins que lorsqu'on est première dame des États-Unis, la réalité, c'est qu'on ne s'appartient plus vraiment et qu'elle est bien consciente que ce deuxième mandat, c'est un deuxième mandat, ça n'est plus un accident. Et donc, Donald Trump rentrera dans l'histoire. Et d'une certaine façon, elle ne peut rester à l'extérieur de cette partie d'histoire américaine qui marquera, qu'on le veuille ou non, qui marquera, et elle entend jouer pleinement, occuper la place qui est la sienne. Une dernière question très rapide. On a demandé à Diane Schinger, notre correspondante que vous venez d'entendre, s'il n'y avait pas un petit problème de dissonance auprès des électeurs MAGA, puisqu'on l'a dit, Melania Trump est d'origine slovène et la femme du vice-président, J.D. Vance, est d'origine indienne. Diane nous a dit en préparant l'émission que les Américains n'en parlaient pas du tout. Je me posais juste la question, avec quand même une politique qui est très xénophobe, certes sur les clandestins, mais quand même. Et on a les deux présidents et vice-présidents qui sont avec deux étrangères d'origine. Alors pour moi, et si on s'en tient aux déclarations de Trump, il y a des shithole countries et il y a des bons pays. Donc il y a des pays qui sont des pays de et les autres merde, pays. Voilà, shithole countries. si, à un moment, il faut dire les choses. Voilà, donc c'est ça. Et les autres pays, donc dans l'esprit de Trump, peut-être que la Slovénie, c'est un bon pays, il faut faire venir des gens de là et pas des autres pays qui sont des pays à bannir. Et puis, on sait aussi que si le vice-président est candidat à la présidence des États-Unis, il n'aura probablement pas d'ici à 2 ans la même aura, le même talent que le président sortant. Et donc, il aura besoin d'aller ratisser, y compris au centre. Il devra rassurer, même si il est très conservateur. Et de ce point de vue, le fait d'avoir une épouse qui est d'origine indienne, ça ne sera pas neutre dans un électorat qui peut être tenté d'hésiter pour des raisons, entre guillemets, identitaires. Allez, vous restez avec nous, on continuera la discussion sur le terrain américain dans quelques secondes, quelques minutes, juste après votre rappel de titre, Camille.